السلام عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة الجديدة من la fiscalité, sur la fiscalité. Donc, c'est pour la 8e semaine consécutive. C'est un peu moins que la période de confinement que le Maroc a observé. Donc, nous allons voir aujourd'hui, continuer sur le chapitre 2 réservé à l'impôt sur le revenu. Donc, pour rappel, la dernière fois, nous avons introduit ce deuxième chapitre. Nous avons défini ce que c'est que l'IR. Donc, on l'a contextualisé un peu dans le temps, son évolution. Aussi, on a parlé notamment du champ d'application. Donc, deux points, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être 2 ou 3 points de la dernière séance. C'est que l'IR est un impôt qui frappe les personnes physiques et les sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour l'IS. C'est un impôt qui est normalement, théoriquement, doit être personnalisable en fonction de la situation du contribuable. C'est un impôt qui obéit à un barème général progressif où le taux d'imposition progresse en fonction de la progression du revenu. C'est un impôt qui est annuel, donc qui est calculé annuellement, bien que sur certaines catégories, il est prélevé soit par la retenue à source, soit dans le mois qui suit, soit donc par retenue à source à travers l'intermédiaire ou par l'employeur pour le cas du revenu salarial est reversé dans le mois qui suit. Mais son calcul il est appréhendé et projeté sur une base annuelle. C'est un impôt qui touche 5 catégories de revenus. Donc, dernière fois, on a détaillé les 5 catégories. Donc, nous avons les revenus, en premier lieu, les revenus professionnels qui sont liés à l'exercice d'une activité professionnelle. Nous avons les revenus salariaux que vous connaissez, donc qui sont liés à l'exercice d'un travail, d'une relation de travail entre un employeur et un salarié. Nous avons en troisième lieu les revenus agricoles, qui sont aussi des revenus professionnels, mais qui sont séparés, isolés des revenus professionnels parce que l'activité agricole a des spécificités en termes, donc, au niveau de l'exploitation, au niveau de son mode de calcul et de sa taxation. Et nous avons deux autres catégories qui sont la catégorie des revenus profits de capitaux mobiliers et les revenus profits fonciers qui sont liés à l'immobilier. Donc voilà ce qu'il fallait retenir par rapport à la dernière fois. Donc aujourd'hui, après avoir délimité le champ d'application, nous allons aujourd'hui parler de la base imposable, qui est la deuxième notion importante, fondamentale en matière de fiscalité de manière générale. Donc, on s'est arrêté donc, sur le champ d'application. Donc, je vais défiler. Je pense. Donc, ici. Donc, on va entamer la base imposable. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la base imposable donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la base imposable à l'IR, elle est définie par l'article 25 du Code général des impôts, le CGI, et qui obéit au principe fondamental, l'un des principes fondamentaux en matière de fiscalité, c'est que tout impôt aux taxes doit imposer une matière imposable qui soit appréhendée en montant net. C'est-à-dire c'est le montant net qui est imposable et non pas le montant brut. Quelle est la différence entre le montant brut et le montant net? Le montant net, le montant du revenu net, c'est le montant du revenu brut moins les charges, les dépenses ayant
ayant permis d'acquérir ce revenu brut. On va retrouver donc l'application de ce principe, on va le retrouver sur chacune des catégories qu'on va voir en détail. Donc le revenu global imposable qui est la base imposable à l'IR est égal au revenu net. Donc la sommation des revenus nets sur les 5 catégories, donc revenu net professionnel, plus revenu net agricole, plus revenu net salarial, donc salaire net imposable, plus les profits, les revenus de fonciers et aussi les revenus profits de capitaux mobiliers liés au titre. Donc la sommation de tous ces revenus pris en montant net donne le revenu global imposable. Mais il faut surtout exclure, donc il y a une partie des revenus profits qui n'est pas intégrée dans le revenu global imposable parce qu'ils ont été soumis à des taux spécifiques libératoires. C'est le cas notamment des profits fonciers. Donc les profits fonciers, bon, généralement, donc il y a un taux qui est prélevé à la source. Et donc, c'est un taux qui est libératoire. Quand on dit libératoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un taux qui libère le contribuable dès que le paiement de ce taux est effectué. Elle est libérée de faire la déclaration à ce sujet. Donc, sur sa déclaration annuelle, elle ne va pas intégrer ce revenu ou ce profit foncier parce qu'il a déjà été soumis à un taux libératoire, contrairement à un taux non libératoire. Donc, ici, on n'intègre que les revenus profits qui ont été soumis ou qui n'ont pas été taxés ou qui ont été soumis à des taux non libératoires. Donc, les revenus professionnels, ils n'ont pas été imposés au cours de l'année. Les revenus agricoles également. Les revenus salariaux, par contre, ils ont été soumis à un IR retenu à la source. Et donc, si le salarié a un seul employeur au cours de l'année, il ne va pas faire de déclaration, puisque dans ce cas-là, le prélèvement qui a été fait par son employeur est considéré comme libératoire. Par contre, s'il a deux ou plusieurs employés au cours de l'année, donc s'il a démissionné, donc il a été recruté par un autre employeur au cours de l'année, normalement, en principe, chose que les salariés ne font pas, mais en principe, ils devraient faire leur déclaration annuelle et déclarer la base imposable, donc l'ensemble des salaires qu'ils ont reçus, déduire l'IR qui a été retenu des sources et éventuellement voir s'il y a un reliquat à payer ou peut-être un IR, un excédent d'IR ou une somme à récupérer auprès de l'administration fiscale. Donc, on inclut ici que les revenus qui n'ont pas été imposés et les revenus aussi, les profits qui ne sont pas soumis à des taux libératoires. Donc, on exclut les profits fonciers, généralement les intérêts, donc l'intérêt dans certains cas, qu'on va voir après, et les dividendes qui ont été imposés à un taux libératoire de 15%, et les profits sur les titres, et qui sont aussi soumis à des taux libératoires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le revenu global est un revenu annuel. Donc, quelle que soit la période d'acquisition de ce revenu, il doit être déclaré sur la déclaration annuelle et donc sur lequel on va calculer l'IR. Donc, cette remarque fait ressortir un certain nombre de problématiques en pratique. Pour les revenus professionnels, quelle que soit la date de démarrage de l'activité, quelle que soit la date d'acquisition du revenu, donc on va prendre le revenu annuel. Pour un salarié, par exemple, qui a été recruté en cours d'année,
Donc la question qui se pose, est-ce qu'on va reporter l'ensemble de ces rémunérations sur l'année? On va se projeter sur l'année, on va extrapoler sur l'année pour prendre le revenu théorique sur toute l'année, sur 291 jours, ou est-ce qu'on va uniquement imposer le revenu salarié qui a été acquis à partir de la date de recrutement du salarié? Donc, en pratique, il y a différentes manières de procéder. Encore faut-il voir est-ce que cela est conforme à la réglementation fiscale. Donc voilà, donc c'est ici donc sur ce slide, on définit ce que c'est que le revenu global imposable, qui est la base imposable à l'IR. Donc comme je l'ai dit, donc on prend donc l'ensemble des revenus, à part les revenus qui ont été soumis à des taux libératoires. Donc revenu net catégoriel de source marocaine, plus les revenus profit brut de source étrangère. Bien entendu, il faut voir les conventions. Qu'est-ce que la convention fiscale prévoit pour tel ou tel revenu de source étrangère? Et on déduit, il y a un certain nombre de déductions, abattements, qui sont prévus par l'article 28, qu'on va voir en détail tout de suite, qu'on doit soustraire de cette base imposable. Vous remarquerez que sur la partie marocaine, on prend les revenus nets. Par contre, sur la partie étrangère, on prend les revenus profits bruts. Donc, sur la partie étrangère, on prend le montant qui a été déclaré dans le pays de source, le montant brut qui a été pris, qui a été déclaré par le contribuable dans son pays, dans le pays de source du revenu. Et bien entendu, il y a un certain nombre qu'on va voir après, donc on va détailler après cette partie. Il y a un certain nombre d'abattements aussi qu'on prend en considération. Par exemple, une pension étrangère, il y a un abattement de 80% sur l'impôt. Pour tenir compte de ce principe fondamental qui édicte l'imposition des revenus nets au lieu du revenu brut. Donc, un certain nombre d'abattements et de déductions qui sont opérés en fin de compte pour tenir compte de ce principe. Par rapport aux sociétés de personnes, donc, qui sont considérés comme des revenus, donc les résultats, les profits, les revenus acquis par les sociétés de personnes sont considérés comme des revenus professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous avons les sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés de fait, qui sont soumises à l'IR. Bien entendu, ces sociétés qui doivent comprendre uniquement des personnes physiques, donc une société en nom collectif, une société en commun simple qui comprend des personnes morales dans son tour de table parmi ses associés, est automatiquement soumise à l'IS. Parce qu'on considère dans ce cas-là qu'il s'agit d'une société qui s'approche des sociétés de capitaux. Et donc, ils sont automatiquement, systématiquement soumises à l'IS. Par contre, les sociétés de personnes qui ne comprennent parmi leurs associés que des personnes physiques, ils ont, donc, comme je l'ai dit avant, ils ont le choix entre rester sous l'IR ou opter pour l'IS. Deuxième remarque à cet effet, donc sur cette partie de base imposable à l'IR pour les sociétés de personnes, c'est que le résultat réalisé par la société de personnes, il est considéré comme un revenu professionnel qui est imposé au nom de l'associé principal.
on considère ces sociétés de personnes comme des personnes physiques. Donc en matière fiscale, bien qu'en matière juridique, il y a une distinction entre la société et la personne physique. La société et la personnalité morale. En matière fiscale, comme je l'ai expliqué la dernière fois, il y a une personnalité fiscale qui est distincte de la personnalité juridique. Et donc, fiscalement, on considère que la société de personne n'a pas de personnalité et donc son revenu est appréhendé entre les mains de l'associé principal. Comment peut-on définir un associé principal? Comment peut-on qualifier un associé comme associé principal? Donc, la doctrine administrative a fait que a donné donc un certain nombre de définitions à l'associé principal. Donc, premièrement, c'est l'associé qui a la majorité dans le capital. Donc, celui qui a le plus de parts sociales dans le capital est considéré comme l'associé majoritaire. Et donc, le revenu de cette société, il est imposé en son nom, avec, bien entendu, en rajoutant l'ensemble des autres revenus qu'il a acquis au cours de l'année. Sinon, donc, en présence d'associés qui ont le même pourcentage en capital, donc deux associés par exemple qui ont 50-50, donc on prend celui qui gère, donc c'est celui qui a la qualité de gérant de la société. Sachant qu'on peut en pratique trouver des sociétés de personnes dont les associés sont à égalité en termes de capital, mais aussi donc co-gérants. Ils gèrent donc deux associés ou plusieurs associés qui gèrent aussi la société, qui disposent du pouvoir de gérant et qui gèrent effectivement la société. Dans ce cas-là, il faut regarder, il faut s'intéresser à l'associé qui représente le plus de garanties. Donc, qui a le plus donc, de garanties par rapport à l'administration fiscale, c'est celui qui est désigné comme associé principal et qui donc va faire la déclaration annuelle en son nom et imposer le revenu professionnel avec l'ensemble de ses autres revenus. Troisième remarque qui est très très importante et qui nous renvoie vers la fiscalité, plus ou moins vers la notion de fiscalité de groupe, c'est que en matière d'IS, il n'y a pas réellement de fiscalité de groupe. Par contre, en matière d'IR, il y a un début de fiscalité de groupe. C'est dans le cas qui se présente dans le cas où une société de personnes, donc dans le cas où une société de personnes qui réalise un déficit. Donc un déficit fiscal. Donc ici, alors qu'est-ce qu'il faut dire à ce propos? C'est que ce résultat déficitaire, ce déficit fiscal, il peut être imputé sur les revenus professionnels réalisés par l'associé principal, sur les autres revenus professionnels réalisés à titre personnel. Donc c'est l'exemple de quelqu'un qui est associé principal, qui est considéré comme associé principal dans une société en nom collectif, par exemple, et qui a une affaire personnelle, un commerce, un magasin, un commerce, une affaire personnelle dans le domaine commercial ou dans le domaine industriel ou artisanal. Sur cette affaire personnelle, il a réalisé un bénéfice fiscal. Donc un résultat positif, résultat fiscal positif. Donc il peut imputer le déficit réalisé dans la société de personnes sur le bénéfice réalisé dans son affaire personnelle. C'est un avantage de taille. Donc ça a le mérite de permettre d'éponger les déficits fiscaux en les imputant sur les bénéfices fiscaux. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi que la société de personnes aussi dispose, au même titre que pour l'IS, la société de personnes soumise à l'IR dispose aussi du droit d'imputer ses déficits fiscaux antérieurs sur son bénéfice fiscal. Donc, nous avons deux avantages en fait. Donc, l'imputation, si la société de personnes réalise un bénéfice fiscal,
il peut imputer ses déficits antérieurs sur le bénéfice fiscal. Dans le cas où il réalise un déficit et que l'associé principal a des affaires personnelles en son nom, il peut imputer ce déficit sur les bénéfices ou le bénéfice réalisé à titre personnel sur ses autres affaires personnelles. Par rapport, donc, le point lié aux déductions et abattements prévus à l'article 28 du CGI qu'on doit soustraire du revenu global imposable. Donc, ici, on explique en détail les trois éléments, les trois déductions qu'on peut soustraire, qu'on peut déduire du revenu global imposable. Pardon. Donc, en premier lieu, nous avons les dons. Donc, les dons, on en a parlé au niveau de l'IS, du premier chapitre. Donc, cela recouvre aussi bien les dons en argent et en nature, octroyés aux organismes visés à l'article 10 du Code général des impôts. Donc, les organismes qu'on a pu voir, qu'on a pu développer sur l'IS, les fondations royales, la Fondation Mohammed V, Fondation Mohammed VI d'utilité publique, l'université Al-Akhawain, donc un certain nombre il y a une liste qui est expressément prévue par l'article 10. Nous avons aussi les associations reconnues d'utilité publique. Donc, ces deux catégories d'organismes. Donc, la première catégorie est les associations reconnues d'utilité publique. Il n'y a pas de limite de déduction. Et nous avons, en troisième lieu, nous avons les associations à but non lucratif qui sont conventionnées avec l'État, qui ont signé des conventions avec l'État pour réaliser des projets d'intérêt général. Et dans ce cas-là, le don en argent en nature est limité à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires du donateur. Chiffre d'affaires hors taxe du donateur. Deuxième déduction qu'on peut faire sur le revenu global imposable, on peut soustraire du revenu global imposable, ce sont les intérêts des prêts pour l'acquisition et la construction d'un logement usage d'habitation principale. Donc le contribuable qui contracte, qui prend un prêt auprès d'un organisme bancaire ou financier, qu'il soit un crédit classique ou un crédit de la finance islamique, un crédit alternatif, un produit alternatif de la finance islamique. Donc la rémunération, les intérêts ou la rémunération liée à ces produits alternatifs, il est déductible du revenu global imposable pourvu que cela serve à l'acquisition, à la construction d'une habitation principale et dans la limite de 10% du revenu global imposable. Troisième élément qui est déduit du revenu global imposable, nous avons les cotisations et les primes de retraite complémentaires. Donc, bien sûr, cela dépend aussi du respect des conditions, parce qu'il y a un certain nombre de conditions à satisfaire. Donc, le contribuable qui contracte un contrat d'assurance retraite, il peut déduire ses cotisations qu'il verse dans ce contrat de retraite complémentaire, mais il faut respecter trois conditions. Premièrement, c'est que le contrat de retraite doit être fait sur une durée d'au moins égale à 8 ans, donc un contrat de prêt sur 8 ans minimum. Deuxièmement, les prestations liées à ce contrat de prêt, donc la pension ou le capital qui va être versé à la fin de ce contrat ou au moment venu, donc à la retraite ou à l'arrivée d'un certain âge, ne peut être servi aux bénéficiaires qu'à partir de l'âge de 50 ans. Donc l'âge minimum de retraite qui doit être prévu dans le contrat est de 50 ans.
Et il y a aussi, donc, troisième condition, c'est que cette déduction ne peut être effectuée que dans la limite de 10% du revenu global imposable. Donc 10% du revenu global imposable. Sur ce troisième élément, sur cette troisième déduction, on peut distinguer deux cas de figure. Le cas d'un salarié, donc un contribuable salarié qui ne dispose que de son salaire, et le deuxième cas, un contribuable qui dispose d'un revenu salarial et d'autres revenus. Pour le premier cas, donc un contribuable salarié, il peut déduire, bien entendu, il faut vérifier que les deux autres conditions soient vérifiées, c'est-à-dire la durée du contrat de 8 ans minimum et l'âge minimum de service où les prestations peuvent être servies est de 50 ans. Après, on va voir la limite. Donc, la limite dépend du cas dans lequel on se trouve. Quand il s'agit d'un contribuable salarié, donc il peut déduire ses cotisations dans la limite de 50% de son salaire net imposable. Donc, il y a quelques années, cette déduction n'était pas limitée à 50%, et c'était une déduction totale à 100%, 100% de son salaire net imposable. On pouvait déduire jusqu'à 100% du salaire net imposable. Depuis quelques années, donc, on a réduit de moitié la déduction. Donc, c'est un avantage de taille. Donc, quelqu'un qui contracte un contrat de retraite complémentaire pour s'assurer une pension ou un capital ou les deux en même temps à l'âge de retraite, il peut déduire ses cotisations dans la limite de 50% de son salaire net imposable. Donc, une économie d'impôt de 50%, à peu près de 50% sur l'IR. Pour le contribuable qui a aussi bien des revenus salariaux, donc il a un salaire et il a d'autres revenus, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, revenus professionnels, etc. Il a le choix entre, donc il doit faire ses calculs, doit faire une simulation, c'est au cas par cas, doit faire une simulation pour savoir est-ce que il peut déduire, qu'est-ce qu'il arrange, est-ce que c'est la possibilité de déduire dans la limite de 50% de son salaire net imposable, donc se situer par rapport au salaire net imposable, ou plutôt se situer par rapport au revenu global, l'ensemble de ses revenus dans la limite de 10%. Donc c'est un calcul à faire, il n'y a pas de recette automatique à ce propos. C'est un calcul à faire et une simulation à faire. Cela dépend de la composition du revenu global imposable. Est-ce que c'est le salaire qui est prépondérant ou plutôt c'est les autres revenus qui sont plus importants que le salaire sur l'ensemble des revenus déclarés. Donc pour illustrer ce propos, donc nous avons un exemple ici qui explique pour un revenu salarial combien on peut déduire, et pour un revenu salarial plus d'autres revenus, qu'est-ce qu'on peut faire pour saisir cette opportunité. Donc le premier cas, pour un revenu salarial, donc soit un salarié avec les éléments suivants en 2019, donc, salaire net imposable annuel provisoire avant déduction de cotisation de retraite, 270 000 dirhams. Donc, salaire net imposable, après avoir calculé la base imposable. On va voir après, pour le revenu salarial, le détail, comment on calcule le salaire net imposable. Donc, salaire net imposable, la base imposable à l'IR avant déduction de cotisation de retraite, il est de 270 000 dirhams. Le plafond, c'est 50% du salaire net imposable, donc soit 135 000 dirhams. Donc, il peut déduire jusqu'à 135 000 dirhams de son salaire net imposable annuel. Combien il a versé? Il a versé en 2019 100 000 dirhams. Il a versé dans son contrat de retraite 100 000 dirhams. Et donc, il peut déduire les 100 000 dirhams.
100% de ce qu'il a versé. Parce que le plafond, il est de 135 000 dirhams et le montant des cotisations est inférieur au plafond. Donc, finalement, le salaire net imposable définitif à l'IR, c'est la différence entre le salaire provisoire, salaire net imposable annuel provisoire et le montant des cotisations. Donc, finalement, au lieu de payer l'IR sur 270 000 dirhams, il ne va payer l'IR que sur 170 000 dirhams de revenus, de salaire net imposable. Et par conséquent, il va réaliser une économie d'impôt sur les 100 000 dirhams qu'il a déduits, les 100 000 dirhams liés aux cotisations versées en 2019, ce qui est un avantage de taille. Deuxième cas qui peut se présenter aussi, et qui se présente en pratique, c'est quelqu'un qui a un revenu salarial plus d'autres revenus. Donc, donc ici, on continue sur le même cas. Quelqu'un qui a souscrit en 2019 à une assurance de retraite complémentaire dont la prime versée par an est de 100 000 dirhams, qui dispose au titre de cette année des revenus suivants. Donc, on a maintenu le salaire net imposable, comme pour le premier cas, 270 000 dirhams, et on a rajouté un revenu net foncier de 450 000 dirhams, ce qui nous donne un revenu net global imposable de 720 000 dirhams. Donc, dans ce cas de figure, je dirais il y a deux possibilités qui sont offertes. Premier cas, c'est déduire dans la limite de 50% de son salaire net imposable. Deuxième cas, c'est déduire dans la limite de 10% de son revenu global imposable. Donc, on va voir pour chaque possibilité, pour chaque choix. Donc, il a le luxe, il a le loisir, il a le choix entre la première et la deuxième possibilité. Pour la première possibilité, qu'est-ce qu'il lui donne comme avantage? Donc, il peut déduire, comme pour le premier cas lié au revenu salarial, il peut déduire dans la limite de 50% de son salaire net imposable. Donc, ça lui donne un plafond de 135 000 dirhams et par conséquent, il peut déduire la totalité de la prime annuelle de 100 000 dirhams. Donc, pour cette possibilité, en principe, devrait le satisfaire parce qu'il peut déduire jusqu'à 100% de la prime versée. Deuxième possibilité, il peut déduire dans la limite 10% du revenu global imposable. Le revenu global imposable, c'est quoi? C'est la sommation entre l'ensemble des revenus. Donc, on a pris le salaire net imposable, on a rajouté le revenu net foncier, donc c'est des loyers qu'il a reçus au cours de l'année, et pour avoir le revenu net global imposable, 720 000 dirhams. 10% du 720 000 dirhams, c'est 72 000 dirhams maximum. Donc le plafond de déduction il est de 72 000 dirhams, ce qui ne lui permet pas de déduire le montant des cotisations en totalité. Et par conséquent, c'est la première possibilité qu'il va choisir. Donc logiquement, il va choisir la première possibilité qui est la plus avantageuse, c'est-à-dire déduire dans la limite de 50% du salaire net imposable. On peut avoir aussi d'autres cas sur lesquels on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire c'est la déduction dans la limite de 10% du revenu global qui est la plus intéressante, qui est la plus avantageuse, qui offre une économie d'impôt plus importante. C'est généralement dans le cas où le revenu, donc les autres revenus dépassent de loin le salaire net imposable. Ou pour quelqu'un qui a uniquement des revenus professionnels ou d'autres revenus, qui n'a pas de revenu salarial, donc il ne peut déduire que dans la limite de 10% de revenu global imposable. Il n'a pas cette possibilité de déduire dans la limite de 50% puisqu'il n'a pas de salaire. Après, nous avons le processus, donc un schéma qui nous définit, qui nous précise clairement le processus de calcul du l'IR annuel. Donc, on peut distinguer 4 étapes
La première étape, c'est le calcul du revenu global imposable. La deuxième étape, c'est le calcul du revenu global net imposable. Donc ici, vous voyez taxable, donc moi je préfère imposable. Parce que taxable, on en parle généralement au niveau de la TVA. Parce que c'est une taxe. Donc pour les taxes. Par contre, pour les impôts, je préfère le terme imposable, qui vient du terme impôt. Donc, première étape, je disais, première étape, c'est le calcul du revenu global imposable. Deuxième étape, c'est le calcul du revenu global net imposable. Troisième étape, c'est le calcul de l'IR brut. Et dernière étape, c'est le calcul de l'IR net. L'IR net, c'est le montant de l'IR à payer au trésor. Donc, parlons maintenant de la première étape. La première étape, c'est quoi? C'est simple. Donc, on prend les revenus net par catégorie, donc, revenu professionnel net, on rajoute les revenus agricoles nets imposables, ensuite les revenus fonciers nets, les revenus de capitaux mobiliers nets, et enfin, on doit aussi intégrer les revenus salariaux nets. Donc la sommation de ces revenus nets nous donne le revenu global imposable. Sur ce revenu global imposable, on procède aux déductions qu'on vient de voir, donc les trois déductions, les dons. Donc un contribuable qui a accordé des dons en fin d'année, au cours de l'année, à une association reconnue d'utilité publique, à un organisme qui est prévu par le Code général des impôts, il peut déduire ce don de son revenu global annuel imposable. S'il a contracté un prêt pour une habitation principale, il peut aussi déduire ses intérêts dans la limite de 10% du revenu global imposable. S'il a aussi un contrat de retraite complémentaire, il peut déduire aussi ses cotisations à ce contrat de retraite dans la limite, donc soit les deux possibilités qu'on vient de développer, donc 50% dans la limite 50% de son salaire net imposable ou 10% du revenu global imposable. Donc, après avoir soustrait ces trois déductions, on obtient le revenu global net imposable. C'est sur ce revenu global net imposable qu'on va calculer l'IR brut. L'IR brut, c'est quoi? C'est ce revenu et on doit appliquer le barème. Donc, le barème de l'IR que vous connaissez. Donc, en fonction de la tranche de revenu, il y a un taux qui est prévu. Je pense qu'il y a que 5 taux. Et il y a une somme à déduire. La dernière étape, c'est le calcul de l'IR à payer, qui doit être payé à l'administration fiscale. Et on l'obtient en déduisant, en faisant la soustraction d'un certain nombre de déductions sur impôt. Il faut faire la part des choses, il faut savoir distinguer entre les déductions sur revenus et les déductions sur impôt. Déductions sur revenus, c'est les dons, ce sont les dons, les intérêts et les cotisations de retraite. Par contre, les déductions sur impôt, nous avons les charges de famille, nous avons une déduction sur l'impôt par rapport aux pensions de retraite de source étrangère, nous avons l'impôt payé à l'étranger et nous avons le crédit d'impôt. Crédit d'impôt, c'est notamment l'IR sur salaire et la retenue à la source sur les produits des placements à revenus fixes. Donc c'est généralement qu'on appelle généralement en pratique les intérêts. Donc ici il y a une légende explicative qui donne plus de détails sur chacune des déductions. En premier lieu, les déductions sur le revenu global, les dons, les intérêts et les cotisations de retraite. Et nous retrouvons également les déductions sur impôts. La déduction sur impôts, donc nous avons les déductions pour charges de famille, qui est numérotée par le chiffre 4. Nous avons l'impôt payé à l'étranger, le 5, et nous avons le crédit d'impôt, le 6. La déduction pour charges de famille, ce sont les charges de famille liées
aux conjoints et aux enfants qui sont considérés comme des personnes à charge. C'est un plafond de 6 déductions par an, 360 dirhams par an par personne, ce qui nous donne 2160 dirhams annuellement par personne. Par rapport à la définition des personnes à charge, comme je l'ai dit, donc il y a le conjoint et il y a les enfants, avec une condition de limite d'âge des enfants à 27 ans, sauf pour les enfants infirmes, handicapés ou invalides à vie, pour lesquels cette limite d'âge n'est pas applicable. Donc on peut avoir une déduction maximum de 2160 pour les 6 personnes sur l'année. Donc 30 dirhams par mois fois 6 personnes fois 12 mois, ce qui nous donne 2160 dirhams de déduction par an pour les 6 personnes, sur lesquelles on peut déduire les charges famille. Et il faut aussi noter aussi à ce propos que on ne prend pas en considération les enfants qui travaillent. Les enfants qui travaillent, même s'ils sont âgés de moins de 27 ans, s'ils travaillent et ils perçoivent un revenu annuel supérieur à la tranche exonérée de 30 000 dirhams par an, ils ne sont pas considérés comme des personnes à charge et donc on ne doit pas les intégrer dans le calcul des charges de famille. Deuxième élément, ce sont l'impôt étranger. Donc, si on présente une convention fiscale entre le Maroc et le pays source de revenus étrangers, le contribuable peut déduire ce qu'il a payé à l'étranger de son impôt calculé au Maroc. S'il a son domicile fiscal au Maroc et donc il doit faire sa déclaration au Maroc et intégrer l'ensemble de ses revenus de source marocaine, source étrangère, et pour éviter la double imposition, en présence d'une convention fiscale, il a la possibilité de déduire l'impôt acquitté à l'étranger dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant au revenu étranger. C'est-à-dire qu'il faut se situer par rapport à l'impôt marocain. Donc on calcule l'impôt marocain et sur l'ensemble des revenus et on peut déduire l'impôt acquitté à l'étranger, mais dans la limite de la fraction de l'impôt par rapport au revenu brut de source étrangère. Dernier élément au niveau de déduction sur l'impôt, c'est le crédit d'impôt. Donc il y a un certain nombre de revenus sur lesquels on paye la retenue de la source, généralement d'impôt, de l'IR. C'est notamment le cas des intérêts. Donc si vous payez en matière d'intérêts, nous avons, on va le voir après en détail, nous avons deux taux. Nous avons le taux de 20% et nous avons le taux de 30%. Donc si vous déclinez votre identité fiscale, si le contribuable décline son identité fiscale, il communique son identifiant fiscal à l'administration fiscale, à la banque ou à l'organisme qui verse les intérêts. Et il va payer une retenue sur de 20% sur les intérêts qu'il va percevoir. Et donc, il doit absolument intégrer ces intérêts dans sa déclaration annuelle de revenu global et déduire les intérêts de 20% qu'il a dû payer de l'impôt de l'IR qui sera calculé. Par contre, s'il paye 30%, s'il ne communique pas son identifiant fiscal à la banque, il va payer 30% et c'est un taux libératoire. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas intégrer ses intérêts sur la déclaration annuelle de revenu global. Et par conséquent, il n'a pas donc il va pas, bien entendu, il ne va pas intégrer ce revenu, il ne va pas non plus déduire les intérêts de l'IR calculé. Nous avons aussi le cas de l'IR salarial. Alors, quelqu'un qui est salarié en même temps il a d'autres revenus,
il va calculer l'IR sur l'ensemble de ses revenus, y compris le revenu salarial. Et à la fin de la déclaration, il va déduire de l'IR brut, il va déduire l'ensemble des prélèvements par retenue de source qui ont été opérés, qui ont dû être opérés par son employeur ou par ses employeurs. Donc, s'il a deux employeurs ou plus au cours de l'année, il a changé d'employeur au cours de l'année, donc il va déduire, il va devoir obtenir des attestations de prélèvement de l'IR salarial, et sur cette base-là, il va déduire ce qu'il a déjà payé à travers ses employeurs. Donc, après avoir parlé de la base imposable, donc la base imposable, ce qu'il faut retenir grosso modo, c'est que la base imposable à l'IR, c'est le revenu global imposable. Le revenu global imposable, c'est quoi? C'est la sommation de l'ensemble des revenus nets par catégorie, donc les 5 catégories qu'on vient de voir. Chaque catégorie obéit à un certain nombre de règles qui définissent son champ d'application et sa base imposable. On va les voir en détail une à une par la suite. Il y a donc le processus de calcul du revenu global imposable et de l'IR, finalement de l'IR dû, comprend 4 étapes. Donc, première étape, c'est le calcul du revenu global imposable, qui est la sommation des, comme je l'ai dit, des 5 catégories de revenus, en excluant bien entendu les revenus et les profits soumis à des taux libératoires. Sur ce revenu global imposable, on effectue les déductions sur ce revenu global imposable. Donc, nous avons 3 déductions: les dons, les intérêts de prêt et les cotisations de retraite. Bien évidemment, il faut respecter les conditions pour chaque déduction, chaque type de déduction, les dons, aussi bien les dons, les prêts que les cotisations de retraite. Donc, après avoir calculé le revenu global net imposable, on calcule l'IR brut en appliquant le barème à la tranche de revenu calculée. Ensuite, en obtenant l'IR brut, on doit finalement parvenir à calculer l'IR net, c'est le montant à payer. Donc, pour y arriver, on doit déduire les éléments qui sont imputables sur l'impôt. Nous avons 3 ou 4 éléments. Nous avons les charges de famille, nous avons l'impôt étranger. L'impôt étranger s'applique aussi bien pour la pension de source étrangère, sur laquelle nous avons 80% d'abattement sur l'impôt étranger, mais également les autres impôts étrangers payés, dans la limite de la fraction de l'impôt correspondant au revenu étranger. Et finalement, nous avons le dernier élément qu'on peut déduire sur l'impôt, c'est le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt s'applique généralement pour les intérêts et pour l'IR salarial. Donc voilà, donc c'était pour aujourd'hui, le contenu que je voulais développer pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler de la première catégorie de revenus imposables à l'IR, à savoir les revenus professionnels. Il me reste quelques minutes, donc pour ne pas empiéter sur le créneau réservé à mon collègue à 15 heures.
Donc, je vais voir s'il y a des questions posées par les personnes qui nous suivent, que je remercie d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, Moussa Jalal qui parle. Donc, il pose la question si les associés ont des parts égaux. Donc, pour le revenu professionnel pour une société de personnes, quand on a des associés à parts égales, s'ils ont des parts, ils sont à égalité de parts au niveau du capital, donc la qualification de l'associé principal, on regarde la gérance. Quel est l'associé qui a la qualité de gérant? Donc, c'est celui qui a la qualité de gérant qui est considéré comme associé principal et donc le revenu de la société, le résultat de la société est déclaré sur sa déclaration annuelle avec ses autres revenus. Si nous n'arrivons pas à définir, à savoir quel est l'associé principal à travers ni le capital ni la gérance, on doit voir, on doit regarder, on doit s'intéresser à l'associé, on doit prendre l'associé qui offre le plus de garanties vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc celui qui a dont le nom est le plus connu, celui qui offre le plus de garanties en termes de patrimoine, celui qui participe le plus dans la représentation de la société. Donc cela relève généralement de l'appréciation de l'administration fiscale, puisque la loi est muette, la loi CGI, le Code général des impôts, est muette à ce niveau, sur ce sujet. C'est la doctrine administrative, c'est l'interprétation de l'administration fiscale qui a permis de donner un sens à cette qualification de l'associé principal. Ensuite, bon courage, merci beaucoup, c'est Abdelhakim Tijani. Moussa Jalal qui pose une deuxième question qui concerne l'imputation. Est-ce qu'il se fait sur l'ensemble des revenus? L'imputation du déficit fiscal réalisé sur une société de personnes par l'associé principal ne peut se faire que sur son revenu, son bénéfice, le bénéfice réalisé sur une affaire personnelle qui lui appartient. Donc, il n'est pas imputable sur l'ensemble des revenus, il est imputable uniquement sur son revenu professionnel, bénéfice professionnel réalisé sur une autre affaire qui lui appartient, affaire personnelle. On ne peut pas imputer, par contre, on ne peut pas imputer ce déficit sur le bénéfice d'une affaire dans laquelle il n'a qu'une partie. Il faut absolument que l'affaire soit son affaire personnelle, donc à 100%, pour qu'on puisse opérer l'imputation. Donc, imputation d'un revenu professionnel sur un autre revenu professionnel. On ne peut pas imputer un revenu professionnel sur un revenu de capitaux mobiliers ou un revenu foncier. On ne peut, il faut que la règle d'harmonisation soit respectée. C'est-à-dire qu'on doit parler du même type de revenu. Revenu professionnel, imputation de revenu professionnel sur un autre revenu professionnel qui lui appartient à 100%. La retenue à source payée sur le revenu foncier, peut-on la considérer comme crédit impôt? En principe, pour les revenus fonciers, on va le voir après, on ne va pas anticiper, mais ce que je peux dire, c'est que il y a une nouvelle, à partir de 2019, il y a eu l'instauration d'un nouveau dispositif de taxation des revenus fonciers. Donc, pour certains cas spécifiques, notamment pour les locataires, pour les propriétaires personnes physiques et les locataires qui sont des personnes morales. Donc, les personnes morales doivent prélever la retenue à source si le propriétaire ne fait pas l'option de faire sa déclaration annuelle lui-même. Donc, cela se fait par retenue à source. Et s'il a d'autres revenus fonciers, il doit faire sa déclaration annuelle, bien entendu.
et déclarer l'ensemble de ses revenus, y compris les revenus fonciers sur lesquels la retenue a été opérée par le locataire personne morale, et évidemment déduire la retenue qui a été payée de l'IR qu'il aura calculé sur sa déclaration annuelle. Moussa Jalal, est-ce que l'animateur a pu voir mes commentaires questions? Oui, je viens d'y répondre. Abdelali Ofqiri, est-ce qu'en cas de rachat de capital avant l'âge de 50 ans, quelle régularisation a effectué? En principe, il faut en matière de contrat de retraite complémentaire, la déduction ne peut se faire que si on respecte les conditions, c'est-à-dire la durée du contrat est de 8 ans minimum, l'âge de retraite à partir duquel on sert les prestations est de 50 ans. Si l'une des deux conditions n'est pas respectée, la déduction également dans la limite de 10% de revenu global imposable. Si l'une des conditions n'est pas respectée, donc l'avantage tombe à l'eau et donc on doit régulariser. Dans le cas où on sert, normalement quand on souscrit au contrat d'assurance retraite ou de retraite complémentaire, qu'on définit les modalités liées à la durée du contrat, mais aussi liées à l'âge à partir duquel la prestation, la pension, le capital vont être servis. Donc, si dans le contrat, on prévoit que la retraite sera versée à partir d'un âge inférieur à 50 ans, donc on ne peut pas déduire, dans ce cas-là, on ne peut pas déduire les cotisations. Si on définit un âge supérieur ou égal à 50 ans, on peut faire la déduction. Si on fait le rachat, dans le cas où on fait le rachat avant l'âge de 50 ans, on doit régulariser, c'est-à-dire qu'on va, imposer la pension ou le capital. On va imposer le capital. Et bien entendu, si la déduction est acceptée, on va imposer le capital en entier. Si le capital, si la condition de l'âge n'est pas respectée, on doit régulariser sa situation. Donc, sur les années sur lesquelles la déduction a été faite, il faut faire la régularisation et payer l'IR sur les déductions indûment prélevées initialement. Voilà, donc sur ce, je termine. Donc à la prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions et de vos suggestions. Suggestions en cas de. Donc si vous voulez que je développe un aspect par rapport à d'autres. Donc, Tallaw Fraskom, Allah ya'ounkoum, ma'a salama et à la prochaine séance, Inch'Allah. Et encore une fois, Ramadan Mubarak Karim. Ma'a salama.